tous. Merci déjà. Alors, merci d'être venus pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui sont à distance. On s'excuse, on ne pouvait pas accueillir tout le monde en présentiel. Donc, on est vraiment ravis d'avoir toute cette journée sur les données climatiques et comment on les intègre dans ces modèles constructifs. Donc, ce qu'on a décidé aujourd'hui, d'habitude, on commence tout de suite par un atelier. Là, on s'est dit que c'était vraiment intéressant de remettre un peu en perspective et donc d'avoir deux keynotes interactives. Voilà, donc déjà, on a la chance d'avoir Sophie Sopa qui va nous faire la première keynote introductive. Donc, Sophie, elle est co-autrice du rapport du GIEC. Et je veux dire qu'il y a tellement de choses, et notamment du chapitre sur les bases physiques du changement climatique. Elle est aussi autrice du rapport de synthèse. Elle est directrice de recherche au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement du CESA. Et elle est aussi vice-présidente en charge du développement soutenable de l'université Paris-Saclay, qui fait qu'elle a toute la palette des choses très opérationnelles aux choses théoriques, et puis à tous les travaux de recherche qui sont faits. Donc Sophie, on lui a donné une demi-heure de keynote introductive. Elle trouve que c'était beaucoup trop peu. Donc on aura l'occasion de continuer à échanger ensuite. Et puis ensuite, donc, on prendra un tout petit temps de questions en fait, à la fin de la présentation de Sophie, puis on reprendra des questions après la présentation de Paul. Donc, Paul Laville, il est manager Sustainability and Climate Change chez Actionable, qui est un de nos membres et qui présentera mieux que moi Actionable. Et donc, Paul va nous faire un panorama sur les données et les modèles climatiques. Et puis ensuite, à partir de 11h, on aura un atelier pratique pour ceux qui codent en Python et qui ont des compétences en machine learning. Du coup, ça permettra vraiment d'appliquer tout ce qu'on se dit et qui est animé par les outils d'action. Voilà. Donc Sophie, je te donne la parole. Merci de m'avoir invitée. Donc, je suis, en fait, mon métier de chercheur, c'est de faire de la modélisation numérique. Donc, quelque chose qui vous rejoint un peu par le temps. Si vous voyez que le volume descend, rappelez-moi à l'ordre régulièrement. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui les messages clés du rapport de synthèse du GIEC qui est sorti la semaine dernière, lundi, si vous avez regardé un petit peu les informations. Donc, ce rapport, il fait la synthèse en fait de 6 rapports qui ont été produits au cours de ce 6e cycle. Donc, les rapports classiques là, sur les bases physiques du changement climatique, les impacts et les moyens d'adaptation, et un sur les moyens de limiter ce changement climatique, ce qu'on appelle l'atténuation, donc la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et puis 3 rapports spéciaux, donc qui sont multidisciplinaires, dont un qui est sur le moyen de parvenir à limiter le réchauffement à 1,5 degré en moyenne globale. Ce rapport, il est sorti il y a 5 ans. Il montrait déjà toute la difficulté d'être sur cette trajectoire à 1,5 degré. Et en fait, on verra que la difficulté est encore plus grande aujourd'hui. Donc, ce que montre ce rapport, c'est à la fois la gravité de la situation, l'urgence qu'il y a à agir, mais il donne aussi des moyens d'action. Et le secrétaire général des Nations Unies le résumé la semaine dernière en disant que l'humanité est sur une fine couche de glace qui fond rapidement, avec une bombe à retardement climatique qui fait tic-tac, et que ce rapport est un guide de survie pour l'humanité, et nous n'avons pas un instant à perdre. Donc ça résume assez bien les messages, même si c'est écrit de manière beaucoup plus vulgarisée. Donc, pour démarrer, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Donc, ce qu'on voit ici, ce sont les émissions de gaz à effet de serre depuis 1850 qui n'ont cessé de croître, avec des émissions qui sont très largement dominées par l'usage des combustibles fossiles. Il y a une petite part d'industrie qui est liée au ciment et ici. Donc, ces émissions n'ont jamais été aussi hautes que la dernière qui est présentée là, c'est 2019. Donc, si on regarde en termes de cumul historique, donc ce qui compte aujourd'hui pour le réchauffement, c'est le cumul des émissions depuis 1850, puisque le CO2, s'il y a une partie qui est absorbée, il y a une partie qui vient s'accumuler dans l'atmosphère pour des milliers d'années. Et ce que l'on voit dans ce cumul historique,
c'est la part très importante qu'ont l'Amérique du Nord et l'Europe dans le cumul historique qui nous amène à 1,1 degré de réchauffement aujourd'hui. Et puis, on voit bien sûr aujourd'hui les pays émergents, les pays en développement, qui, pour certains, ont déjà pris une part importante dans ce cumul historique. Donc, on a cette distribution égale des gaz à effet de serre. On retrouve également ici, si on regarde les émissions par personne, par grande région. Donc, on retrouve l'Amérique du Nord, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en tête de classement, enfin, surtout l'Amérique du Nord, alors qu'on va avoir des pays en développement pour lesquels les émissions, les pays qui sont les moins développés, ont des émissions qui sont de l'ordre d'un quart par personne, d'un quart par rapport à la moyenne mondiale en termes d'émissions par personne. Donc, on a cette distribution extrêmement inégale aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre, avec 40% des émissions mondiales qui sont liées seulement à 10% des ménages sur la planète, tandis que la moitié de la population mondiale contribue à moins de 15% des émissions mondiales. Donc, de très grandes inégalités en termes d'émissions. Cette augmentation des émissions de gaz à effet de serre a conduit à une augmentation des concentrations dans l'atmosphère de ces gaz à effet de serre, que vous trouvez ici pour le CO2, le méthane et N2O, qui augmentent très rapidement et de manière très inédite par rapport aux enregistrements qu'on peut avoir. Donc, ces concentrations, on les connaît par des mesures sur les dernières décennies, on les connaît sur près d'1 million d'années grâce à l'enregistrement qui est en fait la composition des bulles d'air qui sont piégées dans les carottes de gaz. Donc, on est aujourd'hui à un réchauffement, je vous disais, pour la dernière décennie de 1,1 degré. Donc, ça, c'est la dernière décennie par rapport à la moyenne 1850-1900. Je pense que Paul le dira tout à l'heure, on raisonne avec des moyennes d'au moins 20 à 30 ans, normalement, quand on parle de climat. Donc, ici, vous voyez l'enregistrement de la température moyenne de surface. Et on est capable, avec les modèles climatiques, de démontrer que ce réchauffement de 1,1 degré, il est intégralement lié aux activités humaines. Donc, il se décompose en fait en un signal de réchauffement important qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Et aujourd'hui, une partie de ce signal est masquée par la présence d'aérosols. Donc, les aérosols, ce sont... Oui, non, excuse-moi, Sophie. C'est juste pour savoir si tu préférais les questions au fil de l'eau ou à la fin, parce que comme il y a des gens qui me posent sur le fil, c'est juste pour savoir ce que c'est. Je peux les prendre en 3 fois. On a fini la partie où on sommes nous, et puis on peut déjà prendre quelques questions si ça gêne à la compréhension, c'est plus simple. Donc, on a ce grand signal de réchauffement qui est masqué en partie par les particules. Les particules, les aérosols sont des particules de pollution qui vont agir soit directement, elles vont interagir avec le rayonnement oscillant. Elles peuvent aussi agir au travers de la modification des propriétés des nuages, et c'est ce qui induit ce fort refroidissement. On a également une variabilité naturelle du climat. C'est ce que l'on voit ici au travers des nombreuses fluctuations. Donc, cette variabilité naturelle, elle va être liée, par exemple, aux éruptions volcaniques, à des modifications de l'irradiation solaire, ou à de la variabilité inverse, c'est-à-dire des échanges d'énergie entre l'océan et l'atmosphère. Donc, ça conduit à avoir son signal limité, mais ça conduit absolument pas à l'augmentation qu'on observe aujourd'hui de la température. Et ça, c'est quelque chose qui est bien compris et bien servi. Donc, la manière dont se manifeste ce réchauffement, c'est en particulier par une augmentation des événements extrêmes qui deviennent plus fréquents et plus intenses dans un climat qui se réchauffe. Donc, d'une part, les extrêmes chauds, et notamment les canicules. Donc, ici, c'est une vision stylisée de la carte du monde, où chaque hexagone représente une région. Vous retrouvez ici les régions qui nous concernent, donc l'ouest de l'Europe et la Méditerranée. Donc, cette augmentation des extrêmes chauds, elle est aujourd'hui constatée à peu près partout dans le monde, avec un très bon niveau d'attribution de cette augmentation aux activités humaines. On a par contre, sur les changements de pluie extrême, de sécheresse, des choses qui sont plus contrastées, et on va retrouver pour le nord et l'ouest de l'Europe une augmentation des pluies extrêmes,
Pour ce qui concerne les sécheresses agricoles, on va retrouver dans toutes les zones déjà arides une aridification et en particulier tout le pourtour méditerranéen subit d'ores et déjà des sécheresses agricoles importantes qui sont liées au fait qu'il y a plus d'évaporation des sols puisqu'on est dans un climat plus chaud. On a également moins de précipitations, donc les deux se combinent et amènent à des Si on regarde en termes de vulnérabilité, donc pour qu'on ait des impacts ou des risques, il faut à la fois qu'il y ait des aléas et également que ces aléas se produisent soit sur des écosystèmes qui ont une certaine vulnérabilité, soit sur des populations qui sont elles aussi vulnérables. Ce que l'on voit ici, donc chaque fonds c'est un pays, et ce que l'on voit c'est l'indice de vulnérabilité en fonction des émissions par personne. On retrouve là aussi une très forte disproportion ou inégalité avec de nombreux pays qui connaissent très peu et qui sont les plus vulnérables aujourd'hui au changement climatique. Il est rappelé dans le rapport qu'évidemment, même dans des pays qui sont moins vulnérables au changement climatique, parce qu'ils ont par exemple des systèmes sociaux plus avancés ou des systèmes de gouvernance qui permettent de faire face, il y a des poches de population qui existent, qui restent plus vulnérables que les autres, en particulier les gens qui sont marginalisés. Donc le rapport du groupe 2 montrait qu'en fait, on a déjà plus de 3 milliards de personnes qui vivent dans des conditions de vulnérabilité élevées au changement climatique. Donc ça va être en particulier les gens dont les moyens de subsistance dépendent de paramètres climatiques, parce qu'ils mènent par exemple une agriculture de proximité qui est en premier chef impactée par ce changement climatique. Et aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale fait déjà face à des pénuries d'eau, tout particulièrement en Amérique latine, en Asie et en Afrique. Mais vous le savez, on a aussi des problèmes de pénurie d'eau, même dans des pays comme le nôtre. Donc, le rapport du groupe 2 montrait également une généralisation des impacts graves et une augmentation des pertes et dommages attribués au changement climatique. Donc là, c'est dans ce qu'on observe d'ores et déjà aujourd'hui, donc avec des problèmes de disponibilité en eau et en nourriture. Donc on a par exemple sur l'agriculture une productivité de l'agriculture qui a augmenté depuis les années 50, mais cette augmentation de la productivité a été freinée par le réchauffement climatique. On a des problèmes aussi déjà importants qui se manifestent pour tous les gens qui dépendent de la pêche ou de l'aquaculture. Donc là, ça va être lié à la fois à des vagues de chaleur marine, mais aussi à l'acidification de l'océan, qui ajoute un stress en plus de problèmes qu'on a aujourd'hui de déoxygénation de l'océan qui sont liés aussi au réchauffement climatique. On a des problèmes de santé qui sont liés à une meilleure propagation de certaines maladies infectieuses, donc les maladies vectorielles. On a eu par exemple en France des cas de dengue endémique cet été, donc des gens qui n'ont pas voyagé à l'étranger, mais qui contractent ce genre de maladie. Une mortalité dans tous les pays, une surmortalité qui est liée à l'hyperthermie pendant les vagues de chaleur. Des problèmes de santé mentale, alors là, on n'est pas sur l'éco-anxiété, on est sur les gens qui subissent un très fort stress, qui sont déplacés, qui vivent à proximité de zones où il y a des feux de forêt, qui posent des problèmes de stress très profonds et durables. Et puis, on a des déplacements de population. On a une augmentation des coûts liés aux dégâts sur les villes et sur les infrastructures. Et puis, on observe sur l'ensemble des écosystèmes, qui soient terrestres, marins, d'eau douce, des pertes, dont certaines pertes irréversibles, donc tout particulièrement s'agissant des écosystèmes, par exemple, de montagne ou polaires, qui sont fortement impactés et pour lesquels les animaux ou la végétation ne peut pas avoir de déplacement vers des endroits qui leur soient plus favorables. Donc, on a des impacts aussi multiples. Donc, par exemple, on va avoir des sécheresses agricoles, je vous le disais, parce qu'on va avoir moins de précipitations et plus d'évaporation. On va avoir des conditions sèches et de vent qui vont être propices aux incendies. Vous l'avez peut-être vu, il y a déjà des incendies précoces qui ont démarré ce week-end en Espagne parce qu'ils ont des conditions de sécheresse et de vent particulières. Et puis, on va avoir comme ça différents effets composites
non seulement on voit un accroissement, mais qui vont aussi s'accroître avec chaque incrément de réchauffement. Donc, c'est quelque chose qui va continuer d'augmenter au fur et à mesure que le réchauffement va augmenter. Donc, en termes d'action pour le climat, on voit qu'on a déjà de l'action pour le climat qui est déployée avec des baisses dans plus de 18 pays, dont la France. Ces baisses et ces politiques publiques ont permis d'éviter plusieurs milliards de tonnes d'émissions de CO2. On a des leviers technologiques, on a aujourd'hui des choses qui permettent aussi de changer d'échelle dans l'action, par exemple la baisse des coûts des énergies renouvelables, les nouvelles capacités de batteries. On a comme ça tout un tas d'options qui sont disponibles, mais on a aujourd'hui des flux insuffisants du point de vue financier et une planification dans l'adaptation qui reste très très insuffisante, même dans les pays comme les nôtres, l'ensemble des pays développés. Donc si on regarde, je voulais qu'on prenne des questions. Peut-être, il y avait quelques questions, peut-être. J'ai une première question à distance, c'est comment se fait-il qu'il y ait aussi peu d'émissions liées au changement d'usage des terres en Europe par rapport à l'Amérique du Nord? Alors ça, j'ai pas la réponse précisément sur ça. J'invite à aller voir dans le rapport, je pense, du groupe 3 qui doit détailler ça plus par région. Après, en fait, je pense que l'un des éléments, c'est que c'est sur 1850-2019 que la déforestation massive pour installer de l'agriculture en Europe est bien antérieure à 1850. Donc, il n'y a pas eu, et en plus, c'est intégré le fait, par exemple, en Europe, on est plutôt sur une reforestation. Donc, ça va venir diminuer le bilan entre 1850 et 2019. Donc, à vérifier dans le rapport du CRITA, mais je ne pense pas que les changements massifs d'usage des terres soient postérieurs à 1850 en Europe. Alors là, que veut dire virtuellement certains? Il y a effectivement une échelle de valeur qui va de hautement probable à virtuellement certain. Virtuellement certain, il me semble que c'est 99% de confiance. Je ne sais pas forcément expliquer comment on passe de virtuellement certain à 99%. C'est établi quand on est à 100%, mais ce que je peux vous dire, c'est que ce vocabulaire, il est défini et explicité dans le rapport du groupe 1 et je crois aussi dans une petite note du rapport de synthèse. Donc, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est des termes qui sont utilisés toujours pour la même chose et pour le même niveau de certitude. Alors, j'enchaîne avec les différents futurs possibles. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une représentation stylisée que vous avez peut-être vue dans vos journées de l'évolution de la température de surface. Donc, on voit cette augmentation que je vous montrais tout à l'heure est représentée sous une forme un petit peu plus appropriable. Et ce que l'on voit ici, c'est 5 futurs possibles qui sont sur plus de 5 grands scénarios qui ont été utilisés dans le groupe 1. Donc, ce que l'on peut voir dans ces futurs, c'est déjà qu'on a une poursuite du réchauffement avec une aggravation pendant encore au moins les 20 prochaines années. On va voir pourquoi dans un instant. Mais au-delà de 2050, on a des futurs très différents qui sont possibles aujourd'hui, qui vont d'une stagnation du réchauffement à quelque chose qui empire et même qui empire plus gravement dans le scénario le plus élevé. Donc, pour nous, à nos âges, si on considère qu'on est né dans les années 80, on va voir une aggravation du réchauffement dans les prochaines années. Pour nos enfants, quand ils auront notre âge, ils pourront connaître des climats très différents suivant les actions qu'on aura prises dans la décennie. Donc, ce qui se cache derrière cette augmentation, ces différents scénarios, donc, ce que vous voyez ici, ce sont les évolutions des émissions de CO2 dans les 5 grands scénarios que je vous ai montrés et également différentes trajectoires qui existent dans le rapport du groupe 3. Donc, le groupe 3, eux, ce sont des économistes qui vont pouvoir balayer un très grand nombre de scénarios pour regarder ce qui peut se cacher derrière, qu'est-ce qu'on peut faire pour être sur différentes
trajectoire d'émission. Nous, on évalue 5 grands scénarios parce qu'on fait tourner des modèles climatiques qui sont très coûteux. Eux, ils peuvent investiguer des milliers de scénarios et c'est ce que l'on voit là. Il y a des scénarios qui sont rangés par grande catégorie. Donc, on retrouve ces évolutions de température que je vous montrais de manière stylisée avec l'augmentation pendant encore au moins 20 ans. Et si on est capable de mettre en œuvre des changements très importants dans nos trajectoires d'émissions, donc qui correspondent aux trajectoires en bleu, avec des fortes baisses d'émissions, on en verra les bénéfices en termes de température d'ici une vingtaine d'années, mais en pratique, on verra des changements, en particulier en termes de qualité de l'air, au bout de quelques mois, quelques années. C'est-à-dire si on réduit tout ce qui est processus de combustion, si on réduit les voitures thermiques, on a très rapidement un gain en termes de pollution. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de celui-ci, mais ce que l'on rappelle, c'est que pour chaque incrément de réchauffement, on a des effets qui vont s'aggraver, qui vont devenir plus graves, plus prononcés. Donc, ici, vous voyez différents niveaux de réchauffement. C'est une manière dont on raisonne beaucoup aujourd'hui. Je pense que Paul, sans doute, en parlera. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder une échéance dans le temps, on va regarder un niveau de réchauffement et on va aller chercher dans les modèles, indépendamment du moment où ça arrive, ce qui va se passer quand on est, par exemple, à 1,5 degrés de réchauffement ou 2 degrés de réchauffement. Donc ici, vous voyez, par exemple, l'effet sur la température du jour le plus chaud, on retrouve ces contrastes océan surface continentale. On a plus de réchauffement au-dessus de surface continentale et un réchauffement plus prononcé en Arctique. Et on voit qu'on a des changements qui sont beaucoup plus marqués avec le niveau de réchauffement qui augmente et qu'entre 1,5 et 2 degrés, il y a de vraies différences. En dessous, ce qu'on voit, c'est les changements d'humidité des sols et de précipitation. Donc là, on a des choses qui sont plus contrastées au niveau géographique, avec une aridification qui va s'amplifier, par exemple, partout où on est dans des climats de type méditerranéen, et tout particulièrement donc, autour de la Méditerranée, mais aussi sur la côte de l'Amérique latine ou en Australie. Donc là, on va avoir des baisses d'humidité des sols et on va avoir au contraire des précipitations qui vont s'intensifier au-dessus de régions où on avait déjà beaucoup de précipitations. Donc, il est à noter qu'on a aussi des extrêmes chauds qui sont plus forts dans toutes les zones qui sont anthropisées en raison urbanisées, pardon, en raison des matériaux qui sont utilisés. Donc, ce que l'on voit là, c'est l'augmentation du nombre de jours par an où les conditions de température et d'humidité exposent les individus à un risque mortel. Donc là, ce sont des seuils qui correspondent à nos seuils physiologiques. On voit là encore qu'on a des régions, ici vous avez sur l'historique, et on voit comment les régions qui vont être impactées avec des parties de l'année où il n'est pas possible de travailler en extérieur sans s'exposer très, très fortement. On voit comment ces régions s'étendent de plus en plus au fur et à mesure qu'on va réchauffer l'atmosphère. On voit également qu'on a des possibilités d'adaptation, donc on peut mettre en place des choses pour limiter la morbidité et la mortalité face à cette augmentation du nombre de jours chauds. C'est ce que l'on voit ici avec plus ou moins d'efforts d'adaptation, mais même en poussant aux limites les efforts d'adaptation, on ne peut pas s'adapter à tout. Et au-delà d'un certain niveau de réchauffement, on a très peu de capacité d'adaptation pour protéger les gens. Ce que l'on voit ici, c'est l'impact sur les écosystèmes, qui le fait de plus en plus grand, et en particulier pour tous les écosystèmes tropicaux au fur et à mesure qu'on réchauffe. Sachant qu'ici, ce sont des modèles qui ne prennent pas forcément en compte la possibilité de migration des espèces, mais ça vous donne quand même une idée de la menace qui existe sur les différents écosystèmes dans le climat continental. On a aussi des cartes de projection pour ce qui va concerner le rendement du maïs ou les rendements agricoles, qui là aussi sont très fortement altérés pour chaque niveau de réchauffement supplémentaire. On a également la pêche qui en zone tropicale est très fortement impactée par le réchauffement. On peut avoir ici l'impression qu'on a des zones
qui vont bénéficier de ce réchauffement, en pratique, ce sont des modèles assez complexes d'avoir la compétition entre espèces. Donc, il n'y a pas une grande robustesse de ces résultats qu'on a. Donc, ici, pour vous parler juste un tout petit peu des défis de l'adaptation en termes d'insécurité alimentaire, donc on voit ici représenter ces Burning Ember pour deux grands types de scénarios pour ce qui est de l'insécurité alimentaire. Donc, on a d'une part le scénario SSP3, donc c'est un scénario de forte rivalité régionale, donc qui fait des hypothèses d'un nationalisme qui monte en puissance dans tous les pays avec des conflits régionaux. On a des pays qui donc se ressentent sur eux-mêmes, qui investissent moins sur l'éducation et le développement technologique. On a des pays en développement dans lesquels la démographie n'est pas maîtrisée, ce qui conduit à une démographie mondiale qui augmente. Et on a une forte dégradation de l'environnement dans certaines régions. Dans ce scénario, on va avoir une très forte demande en nourriture. On va avoir une faible amélioration des technologies, et notamment des technologies de l'agriculture. On va donc avoir une alimentation qui est un prix de l'alimentation qui est plus élevé, des risques de pénurie alimentaire. Et donc, déjà à 1,5 degré de réchauffement, on a des risques qui sont déjà relativement élevés d'insécurité alimentaire. Dans le scénario SSP1, là, on est sur des hypothèses qui sont complètement orthogonales à la trajectoire SSP3. Ce sont des hypothèses de développement soutenable avec une croissance démographique qui est maîtrisée, avec des inégalités qui sont réduites et une utilisation des sols, l'utilisation des terres, pardon, qui est là aussi maîtrisée. Donc, on voit dans ce scénario qu'à réchauffement égal, on va avoir une insécurité alimentaire qui est plus faible parce qu'on est capable de mettre en place des choses qui permettent de limiter cette infection. Et puis enfin, ce que s'explique ce rapport, c'est les risques de plus en plus complexes à gérer qui sont liés à des changements composites, donc soit de plusieurs paramètres physiques, ça peut aussi être lié à d'autres changements externes, des changements sociaux ou des changements comme d'autres aléas, comme par exemple des pandémies, comme on a pu voir avec le Covid. Dans cet exemple, c'est un exemple sur les petites exploitations agricoles, on voit l'effet composite de l'occurrence à la fois de chaleur extrême et de sécheresse qui vont avoir des effets directs. Donc, d'une part, sur le fait qu'on a moins d'humidité dans les sols, donc on a plus de mal à mener l'agriculture. On a des pertes de rendement et des pertes de qualité nutritionnelle qui vont être liées à ces phénomènes de sécheresse. Et on va avoir un impact direct sur la capacité des gens à travailler à l'extérieur. Donc ça, ce sont les impacts directs, mais en pratique, on va avoir beaucoup d'impacts indirects. Par exemple, une hausse des prix de l'alimentation qui est liée aux baisses de rendement et de qualité des produits alimentaires, des problèmes de sécurité alimentaire qui engendrent des problèmes de malnutrition et en particulier en première ligne sur les mères et les enfants avec des problèmes de nutrition qui peuvent poser des problèmes tout au long de la vie ensuite. Et donc, on va avoir toutes ces interactions, en fait, qui vont revenir aussi impacter les gens qui dépendent, qui travaillent dans ces petites exploitations agricoles. Et donc, on voit que même pour deux variables physiques qui changent simultanément, en fait, derrière, on a tout un tas d'effets en cascade au travers de l'ensemble de la chaîne économique. Donc, on a également des changements qui vont se poursuivre, qui sont irréversibles et qui vont se poursuivre pendant des millénaires. C'est le cas de tous les changements qui affectent les composantes langues du système climatique et en particulier la montée du niveau des mers, qui est un problème qui va se poursuivre encore pendant des millénaires. Mais ce que l'on voit ici, donc, sur les différentes trajectoires des différents scénarios, c'est que suivant le scénario d'émission sur lequel on va être, on va avoir cette montée du niveau des mers qui va se faire plus ou moins rapidement, ce qui est extrêmement important en termes de possibilités d'adaptation. Donc, la montée du niveau des mers, c'est à la fois des pertes d'écosystèmes côtiers, des problèmes de salinisation des eaux souterraines, donc des problèmes de disponibilité en eau, et puis des inondations, soit chroniques, soit lors d'événements de submersion, qui vont du coup avoir des effets sur les infrastructures et donc sur l'ensemble de la chaîne économique.
Ce que l'on montre également, c'est un résultat du groupe 1. Donc, on a ces projections qui sont faites pas seulement à partir des modèles, aussi à partir d'informations qu'on a du passé. On a également, c'est ce qui est représenté ici en pointillé, des événements qu'on appelle de faible probabilité, fort impact. Donc, ils sont de faible probabilité parce qu'on ne sait pas forcément bien les contraintes dans les modèles. On a par exemple un risque non négligeable de fonte massive d'une partie de l'Ouest Antarctique qu'on ne sait pas aujourd'hui modéliser et qu'on ne comprend pas forcément très bien parce qu'on manque de mesures sur cette Ouest Antarctique. Si cette fonte s'accélérait, on peut avoir une montée du niveau des mers qui soit beaucoup plus importante que celle que l'on a dans les projections classiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait le choix de le représenter, c'est de faible probabilité, mais si ça arrivait, ça aurait un impact considérable. Donc, ça veut dire que dans le dimensionnement d'infrastructures côtières, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et on donne aussi ces projections de la montée du niveau des mers jusqu'en 2300, puisque pour certaines infrastructures, typiquement des infrastructures nucléaires ou d'enfouissement de déchets nucléaires, ça a du sens de regarder très loin dans les projections de montée du niveau des mers. Et puis, dans le rapport du groupe 2 qui étudie l'adaptation, il est montré qu'il y a différentes mesures d'adaptation pour faire face à cette montée du niveau des mers, que le temps de déploiement des différentes mesures est très variable, mais la durée de vie aussi de ces mesures est très variable. Si vous restaurez les écosystèmes côtiers ou vous protégez les sédiments, vous avez une solution qui a une durée de vie de l'ordre de 15 ans, alors que de la relocalisation, du déplacement de personnes, c'est évidemment de village, c'est évidemment une solution qui est beaucoup plus pérenne, mais qui est beaucoup plus longue à mettre en place. Il faut comprendre aussi que la durée de vie de ces solutions va dépendre de la vitesse à laquelle on va réchauffer et la vitesse à laquelle cette montée du niveau de l'air va se dérouler. Et que donc, la durée de vie de ces solutions dépend aussi de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on peut montrer avec les modèles climatiques aujourd'hui, avec l'historique et avec les modèles pour le futur, qu'on a vraisemblablement une relation linéaire entre les émissions cumulées de CO2 et le niveau de réchauffement climatique. Et c'est à partir de cette relation qu'on peut déterminer le budget carbone restant. Donc, le budget carbone restant, ce que vous voyez ici, c'est l'ensemble de ce que l'on a émis en cumulé de CO2 depuis 1850. Et ce que vous voyez ici, c'est le budget carbone restant pour ne pas dépasser certaines limites de réchauffement. Donc, pour avoir 50% de chance de ne pas dépasser 1,5 degré, on peut aujourd'hui, on pouvait à partir du début 2020 rajouter 500 gigatonnes, milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. C'était début 2020, on émet chaque année de l'ordre de 40 milliards de tonnes. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, à la fin 2023, il restera déjà plus que de l'ordre de 300-350 milliards de tonnes à émettre pour ne pas dépasser 1,5 milliard. Donc ce budget augmente suivant l'objectif de température. Ce que montrait le rapport du groupe 3, c'est que si on mène à leur terme l'ensemble des installations aujourd'hui qui existent et qui dépendent des énergies fossiles, donc aussi bien les installations qui produisent de l'énergie que, par exemple, l'utilisation de nos véhicules thermiques, si on les amène à leur terme, qu'on utilise jusqu'à la fin de leur durée de vie, on explose déjà ce budget carbone restant pour 1,5 degré, on ampute une partie du budget de degré. Et si on considère celles qui sont prévues, c'est-à-dire celles qui sont déjà en train d'être mises en place, vous voyez qu'on a consommé l'ensemble quasiment de notre budget pour ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement. Donc, ce qui se cache derrière les trajectoires d'émissions, donc si on veut rester en dessous de 2 degrés de réchauffement à l'échelle mondiale ou 1,5 degré à l'échelle mondiale, on a besoin de diminutions extrêmement fortes de ces gaz à effet de serre, avec, concernant le CO2, l'atteinte de ce que l'on appelle net zéro CO2 entre 2050 et 2070, suivant on a pour objectif de rester
à 1,5 ou 2 degrés. Donc, net zéro CO2, c'est plus d'émissions du tout de CO2 ou une faible partie, des émissions faibles qu'on arriverait à compenser par des émissions négatives. On voit ici les émissions de méthane qui sont en partie liées à l'agriculture. On voit que ces émissions n'arrivent pas à zéro à l'échelle de ce siècle, puisque l'idée n'est pas d'arrêter complètement l'agriculture qui émet du méthane. Donc l'objectif net zéro, il est vraiment en CO2 et il est plus tardif en émissions de tous les gaz à effet de serre. Ce que l'on voit également ici, c'est donc en rouge, ce sont les politiques qui sont d'ores et déjà implémentées dans le cadre de l'accord de Paris et qui nous amènent sur cette trajectoire de stagnation des émissions. Donc, on est très très loin des objectifs de 1,5 ou 2 degrés. Et ce que l'on voit ici, la barre, ce sont les engagements nationaux qui ont été pris. Donc, on voit qu'entre les engagements et les politiques qui sont réellement implémentées, il existe d'ores et déjà une certaine marge. Donc, je vous disais, pardon, je me reprends. Donc, si on arrivait à des émissions nettes zéro de CO2, donc plus du tout d'émissions ou des émissions compensées, on aurait une stabilisation du réchauffement mondial. Donc, ce qui fait que dans les 20 prochaines années, on va continuer à avoir une aggravation du réchauffement, c'est que dans les 20 prochaines années, on va continuer à rajouter du CO2 dans l'atmosphère. Donc, c'est une inertie qui est économique, mais qui n'est absolument pas physique. Il n'y a pas d'inertie physique. Et si on arrête net du CO2, on a une stabilisation de la température à peu près au niveau qu'on a atteint. Je vous disais, pour atteindre net zéro, il y a l'idée d'avoir des émissions négatives. C'est important de comprendre que ces émissions négatives qui reposent sur le déploiement de méthodes de captation de CO2, elles posent aujourd'hui des questions de faisabilité. Elles posent aussi des questions de poids sur les écosystèmes, puisque une partie d'entre elles repose par exemple sur les bioénergies massives et ensuite capture du carbone. Donc, c'est aussi éventuellement d'autres poids sur d'autres problématiques environnementales importantes. Donc, comment accélérer l'action? Donc, le rapport du groupe 3, et c'est ce qu'on reprend dans le rapport de synthèse, il montre qu'il y a de nombreuses actions qui sont aujourd'hui faisables à l'échelle de cette décennie avec des technologies qui existent et qui peuvent être déployées. Donc, on a des options qui sont faisables aussi bien en termes d'adaptation que d'atténuation. Donc, elles sont classées dans ce rapport de synthèse par grand domaine sectoriel. Donc, on trouve évidemment pour les domaines de l'énergie le déploiement d'énergie renouvelable. On a également tout un tas de choses à déployer dans la production d'alimentation et dans la restauration des écosystèmes. Donc ça, c'est pour atténuer, mais on a aussi tout un tas d'options d'adaptation qui sont indiquées dans ce rapport. Donc à chaque fois, on a aussi le coût. Donc ici ne sont présentées que celles qui ont un coût qui est relativement faible et abordable. Donc on a aussi présenté des solutions d'adaptation et d'atténuation dans les domaines de l'habitat, de l'infrastructure, de la modification des villes et des transports, de l'industrie ou en termes d'adaptation, de modification de la société, par exemple, mise en œuvre de filet de sécurité sociale, de partage des risques pour permettre d'atténuer les effets du changement climatique, d'adaptation, pas d'atténuer les émissions. Et il y a également tout un volet qui avait été montré par le rapport du groupe 3 sur des actions qui peuvent faire la différence, qui consistent à atténuer la demande. Donc, on ne parle pas ici de petits gestes individuels, on parle vraiment de grandes politiques publiques qui permettent d'atténuer la demande massivement en modifiant certains des usages ou de nos modes de vie. Donc, il y a un énorme levier sur la partie alimentaire, avec ce que l'on appelle dans ce rapport l'alimentation sustainable healthy diet, donc des régimes qui soient à la fois soutenables et qui contribuent à notre bonne santé et qui, dans nos pays, consistent à diminuer la quantité de protéines animales. On a toute une partie, évidemment, sur les transports et une partie qui consiste
à baisser la demande en électricité, sachant que dans le même temps, on sait qu'on va augmenter la demande parce qu'on va avoir une électrification massive des systèmes, mais même dans ce monde d'électrification, il faut absolument passer par une réduction en améliorant l'efficacité, notamment l'efficacité. Donc on a des changements qui doivent être fortement appuyés par des politiques publiques. Ce que montre également ce rapport, donc là, vous ne verrez pas dans le résumé pour décideurs, parce que certains pays ne souhaitaient pas forcément, enfin, ça avait déjà été une bataille dans le cadre du rapport 2003. Ce que l'on voit, c'est la différence entre les flux financiers qui sont mis sur l'atténuation par rapport aux besoins à l'horizon 2030 qui sont présentés par les barres brisées. Donc, on voit des facteurs entre 3 et plus de 10 entre ce qu'il faudrait et ce qui est effectivement mis sur la table. Et sachant que le rapport souligne également qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus qui est mis sur l'atténuation que sur l'adaptation, qui est le parent pauvre de l'effort qui doit être fait. Mais on voit que même dans nos pays, on a encore un écart qui est très grand entre ce qu'il faudrait comme argent et ce qui est effectivement mis sur la table pour permettre une vraie atténuation. Je vais vous passer sur celui-ci. Ce qu'il faut comprendre, c'est malgré tout qu'il y a de nombreux co-bénéfices à ces changements dont je vous ai parlé. Donc, ce n'est pas uniquement des changements, c'est aussi des bénéfices importants, et notamment en termes de développement ou en termes de santé publique. Le rapport montre également comment est-ce qu'on peut être sur ces trajectoires soutenables et invite évidemment l'ensemble des systèmes de gouvernance à intégrer ces schémas de développement soutenable dans la gouvernance. Donc, toutes les décisions ne sont pas nécessairement prises par les gouvernements, dans tous les collectifs à tous les niveaux, que ce soit les entreprises, les villes, tous ces collectifs doivent intégrer dans leur choix ces éléments de trajectoire soutenable. Ce que montre donc, le rapport explique les conditions qui rendent possible le fait d'être sur une trajectoire vertueuse ou au contraire les conditions qui vont empêcher d'être sur cette trajectoire. C'est le cas en particulier des réponses en silo qui vont viser par exemple une adaptation à un phénomène sur une région et qui ne vont pas intégrer simultanément adaptation et atténuation. Donc cette représentation, elle montre que suite à un choc, donc si ce choc, ça peut être par exemple le choc du Covid ou ça peut être des crises économiques, on va avoir des plans de relance où on va avoir différentes options qui vont être déployées. On va, dans ces plans de relance, faire des choix qui soit vont nous amener sur des trajectoires qui vont être plus soutenables, soit au contraire, par exemple, on va réinvestir massivement dans des choses qui vont demander une énergie carbonée et qui vont avoir des effets de verrouillage pour plusieurs années tant que vous n'aurez pas amené vos infrastructures à leur terme. Et donc, à chaque mauvais choix qu'on fait, on perd des opportunités de revenir sur des trajectoires qui étaient plus vertueuses. On a déjà laissé passer certaines opportunités qui sont derrière nous et pour lesquelles on ne pourra pas revenir. On ne peut pas revenir en arrière parce qu'on a déjà engendré certains changements irréversibles. Donc, toutes ces questions de gouvernance et de possibilité d'être sur une trajectoire soutenable sont discutées également dans ce rapport qui montre que c'est vraiment dans cette décennie qu'on doit faire des changements importants pour limiter les effets qui vont s'opérer du changement climatique sur des siècles et même des millénaires. Donc, juste un petit point, puisque je suis ici. Donc, le groupe 3 aborde également tout ce qui est transformation digitale. Il montre qu'aujourd'hui, on n'a pas eu d'amélioration du déploiement de ces outils digitaux en termes d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, mais il montre malgré tout qu'il y a un potentiel important qui existe pour baisser les émissions grâce au digital, si tant est qu'il y ait une réelle gouvernance pour limiter les effets négatifs, donc aussi bien la demande en ressources en matériaux rares que la demande électrique qui peut être générée par l'ensemble de ces services digitaux. Donc, ça veut dire que dans le déploiement et le développement des outils
En fait, ici, c'est vraiment important de s'interroger sur la finalité et la nécessité de ces outils, sur leur frugalité énergétique et matérielle, et aussi sur l'accessibilité pour tous de ce qui est développé, puisque je ne vais pas vous faire vous parler de la fracture numérique qui peut exister et qui laisse les poches de population sans accès à ces services. Et puis un dernier point, c'est ce dont vous pouvez disposer dans les rapports du GIEC. Donc, il faut pas. Il y a plein de manières de rentrer dans les rapports, même si c'est très gros. Donc, d'une part, les données qui sous-tendent les graphiques que vous voyez, en particulier du groupe 1, l'ensemble des données sont ouvertes et disponibles, et souvent les codes d'écriture également, les codes qui ont permis de faire l'écriture également. Vous pouvez retrouver sur le site du GIEC, du PCC en anglais, une partie des documents en français, puisque c'est une des langues des Nations Unies. C'est juste qu'il y a un certain retard avant de lire ces documents. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver le résumé pour décideurs du groupe 1, les autres documents, une grande partie des documents traduits vient de plus tard. Vous avez des atlas, c'est ce qu'elle présente ici, un atlas interactif qui permet de naviguer dans les sorties des modèles, aussi bien pour la partie passée que pour les projections futures. Vous avez les fact sheets qui vous disent à l'échelle régionale quels vont être les changements et qui analysent aussi par secteur d'activité ces changements. Donc, les fact sheets, vous en avez pour le groupe 1, pour le groupe 2, pour le groupe 3. C'est assez intéressant d'aller les regarder, ça fait juste 2 pages. Les résumés pour décideurs, ils peuvent être un petit peu ardus parce que ça passe par une séance d'approbation et puis surtout, on essaie de faire tout de manière très compacte. Je vous invite plus à aller lire les résumés techniques qui sont plus longs et qui sont mieux expliqués avec nos mots de scientifiques et sans passage par l'approbation. Et en particulier, vous pouvez aller directement aux figures et aux différentes boxes qui sont un bon moyen. Il y a aussi dans chaque chapitre des F et plus qui sont un bon moyen de rentrer, même sans être spécialiste du climat. C'est vraiment un bon moyen de répondre déjà à un bon nombre de questions. Vous avez le chapitre 10 du rapport du groupe 1 qui parle de lier les éléments du changement climatique global au régional et qui explique tout ce qui va être régionalisation des simulations. Donc, c'est fait le lien avec ce que va nous dire Paul dans un instant. Et vous retrouverez dans le slide d'avant aussi les liens avec les chapitres ou les éléments qui parlent de la digitalisation. Ce sont des questions qui vous intéressent. Je propose qu'on prenne 2 questions avant de passer à Paul, parce qu'il y a plus de questions, on les prendra après. Déjà, si dans la salle, il y a quelqu'un qui veut poser une question. 2 slides avant, vous parliez des choix qui sont à faire et des répercussions qui sont à venir. Est-ce que vous considérez que depuis le Covid, il y a eu au moins une certaine amélioration des choix qui ont été pris, ou alors les trajectoires restent sensiblement les mêmes par rapport à avant? Parce que vous le preniez comme marqueur un peu de changement ou comme un choix à prendre pour les décideurs. Est-ce qu'on voit une amélioration sensible depuis ce mouvement-là? Alors, il y a beaucoup de pays dont les plans de relance ne sont pas forcément massivement sur la relance verte. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup d'investissements. Avoir des investissements sur des aspects verts, si par ailleurs vous faites des investissements sur des infrastructures pour exploiter des fossiles, c'est complètement orthogonal. Aujourd'hui, on n'est pas dans un changement massif de paradigme qui permet d'être sur ces trajectoires vertueuses. Donc les petits pas ne peuvent pas suffire pour vraiment avoir ce changement qui peut être vraiment dans tous les secteurs et de manière massive. Encore une fois, on parle de réduction importante des émissions à l'échelle des 10 prochaines années et à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de freins qui sont à lever. Et il faut vraiment, même en France, où on est sur une baisse des émissions, il faut qu'on ait une baisse qui double si on veut être sur nos propres engagements de la stratégie nationale bas carbone. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour être vraiment sur une trajectoire vertueuse. Est-ce qu'on a des exemples de pays qui vont totalement dans le bon sens et qui ont totalement décarboné leur production énergétique et qui ont des initiatives fortes? Alors, totalement décarboné, non. Mais on a, par exemple, en Angleterre, ils ont réussi à
sortir, je ne sais pas si c'est complètement, mais en tout cas à très massivement diminuer la part de charbon qu'ils utilisaient parce qu'ils ont massivement investi dans les offshore et des énergies renouvelables. Donc, il y a cette possibilité aujourd'hui de réduire très massivement les émissions. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être à zéro tout de suite, c'est vraiment un plan à moyen terme, mais avec une responsabilité historique qui est partagée, c'est-à-dire que nous, pays développés, on doit avoir des objectifs d'arriver à zéro plutôt que les pays en développement qui, eux, cherchent juste à accéder à certains modes de vie décents. Donc, il y a vraiment un enjeu que nous, on retombe aussi en mode de vie. C'est-à-dire, c'est pas juste produire de l'énergie propre, c'est aussi modifier notre mode de vie pour plus être dans une surconsommation énergétique et de biens et d'alimentation. Donc, il y a vraiment les deux. C'est pas juste la technologie qui peut nous permettre sur une trajectoire vertueuse. Je propose qu'on prenne une dernière question. Il y a une question à distance qui est triple en fait, mais ça fait la même. Les probabilités de réalisation des différents scénarios sont-elles uniquement liées aux mesures d'adaptation? A-t-on également une incertitude liée au modèle? Et la trajectoire centrale est plus 3,2 degrés pour l'interrogation. Alors, la trajectoire centrale, elle est aujourd'hui, c'est aujourd'hui la trajectoire sur laquelle on est. Si on regarde les politiques qui ont été mises en place, je vous disais, on est plutôt sur une stagnation des émissions. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plutôt sur une trajectoire qui nous amène autour de 2,2 degrés. Et ici, l'incertitude n'est pas remontée. L'incertitude des modèles, c'est plus ou moins 0,5 degrés. Donc ça, c'est l'incertitude à la fois des modèles et de nos capacités à projeter la température. On voit que l'incertitude en termes de scénario, elle est beaucoup plus grande puisque c'est beaucoup plus difficile de prévoir à l'échelle mondiale l'ensemble des trajectoires socio-économiques possibles et que sera le monde en particulier au-delà de 2050. Donc il y a une incertitude modèle qui est moins importante que l'incertitude en termes d'évolution du monde et d'évolution des technologies, du partage de ces technologies et des flux financiers. Le début de la question, c'est... C'était ça, les probabilités de résiliation des différents scénarios, c'est uniquement lié aux mesures d'adaptation. Alors, ce n'est pas lié. Les mesures d'adaptation, c'est comment, dans un climat qui change, on s'adapte pour avoir moins de mortalité, moins de dégâts, moins de morbidité. Les mesures d'adaptation ne font pas le scénario. Ce qui fait le scénario, ça va être des hypothèses d'évolution de population, de technologie et de partage de cette technologie qui vont faire les émissions de gaz à effet de serre. L'adaptation, c'est indépendamment du fait qu'on arrive à maîtriser ce réchauffement, comment est-ce qu'on maîtrise les impacts? Sophie, je propose qu'on donne la parole à Paul, donc sur un panorama des données et puis des modèles climatiques. Les données. Oui. Je sais qu'à distance, c'est un peu compliqué, je crois, pour entendre. Ouais. Moi, je vous parlais effectivement des données climatiques en entreprise et de comment on peut les appliquer aujourd'hui. Donc, faire le lien avec la vision de Sophie un peu plus au niveau des États. Donc, peut-être, moi, je suis Paul Laville, effectivement, je suis manager chez Axonab et je suis en charge de l'offre climat au sein du cabinet pour la ligne d'adaptation. Je reviendrai. Peut-être pour commencer, dans la salle, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé de la donnée climatique pour leurs enjeux business ou pour leur activité? Peut-être à main levée. 1, 2, 3. Okay. C'est assez représentatif que, a priori, selon un sondage récent, c'était 23% des entreprises qui avaient déjà mis ça en place et ça incluait la partie plutôt réduction et pas seulement adaptation. Donc, a priori, c'est assez représentatif. Alors, avant de rentrer dans les données précisément, je vais commencer par pourquoi analyser la résilience climatique. Déjà, il faut différencier bien deux types de risques. Les risques de transition, qui sont liés plutôt à les impacts économiques d'un scénario de bas carbone. Si je suis une compagnie d'aviation, je risque de perdre du chiffre d'affaires parce que justement, on va vers une économie moins carbonée et que les gens prendront moins l'avion. Et les risques physiques dont on va parler aujourd'hui sont comment le climat va impacter mon entreprise à horizon long terme et comment ça va évoluer.
Donc, les enjeux, c'est des enjeux de pérennité de l'entreprise parce que ces aléas ils vont impacter la capacité de mon entreprise à continuer son activité. C'est des impacts autour de la performance et c'est des impacts autour de la réglementation parce qu'aujourd'hui, il y a des réglementations qui arrivent et qui vont obliger les entreprises à faire ces mesures. Ensuite, sur la résilience climatique, pour qui c'est important? Déjà, pour les donneurs d'ordre métier, parce que souvent, c'est des sujets qui sont très, très concrets, peut-être pas forcément à court terme, mais au moins à moyen terme. Ensuite, quand on va parler de résilience climatique, on va forcément parler de la direction RSE et on va parler de la direction data, on va parler de données. Et enfin, plutôt les métiers liés au contrôle, donc que ce soit encore la direction RSE, mais plutôt en termes justement de contrôle des atteintes des objectifs, la direction des risques ou la direction financière. Donc, enfin, comment est-ce qu'on va faire pour analyser la résilience climatique? Et c'est là, on va parler de la donnée climatique, qui va permettre de répondre à deux grands types de questions. La première, c'est sur le passé ou sur l'actuel. Comment aujourd'hui le climat et les risques physiques impactent mon activité? Donc, par exemple, je suis un acteur des infrastructures. Comment est-ce que les précipitations vont impacter la consommation d'énergie de mes centrales d'enrobé? Je suis un acteur de l'eau. Quel débit d'eau je vais pouvoir rejeter en fonction des précipitations et donc des débits des fleuves? Et ensuite, comment ces impacts vont évoluer dans le futur? Et c'est là, on va se baser sur les données de projection. Donc, typiquement, je suis un acteur de l'énergie. Est-ce que je vais devoir redimensionner les coûts froids de mes usines? Si oui, à quel horizon? Je suis un acteur de l'assurance. Quel va être l'impact des inondations sur mon portefeuille? Ou je suis un acteur de l'industrie, un quelconque. Je dois construire une usine qui va commencer à produire dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce que je dois dimensionner ça aux mêmes critères climatiques, sachant que le climat va évoluer? Alors, avant de rentrer dans le détail des données, je vais vous parler de quelques notions un peu clés pour comprendre la suite de la présentation. Le premier, c'est sur la temporalité de la donnée climatique. Donc, comme je l'ai dit, on différencie bien les données passées, qui sont des événements vécus. On va avoir donc là les observations, c'est ce qui est mesuré dans les stations, dans les mains météo, sur les thermomètres à un endroit précis, et les données de réanalyse, où du coup c'est des données d'observation mais agrégées, et où on va avoir du coup un panorama beaucoup plus large. On va avoir ces données mais sur l'ensemble du globe et sur l'ensemble des horizons temporels. Ensuite, quand on parle de données futures, il y a deux types de données à distinguer. Il y a les prévisions, que vous connaissez bien, parce que c'est ce que vous avez sur votre téléphone quand vous regardez la météo. Savoir s'il va pleuvoir demain, quelle température va faire, etc. Et il y a les données de projection, qui sont des prévisions très long terme, issues de modèles climatiques, et qui vont permettre de modéliser l'impact, de modéliser le climat du futur. Sur les modèles climatiques, je vais passer assez rapidement, parce que c'est un sujet qui est quand même assez complexe, et je pense qu'on n'aura pas le temps de le traiter ici. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la donnée climatique de projection, elle vient de modèles climatiques. Un modèle climatique, c'est une modélisation mathématique du climat dans une zone géographique donnée. Donc, on va prendre en compte plusieurs composantes, l'atmosphère, la surface terrestre, l'océan, les glaces, et on va modéliser les interactions entre toutes ces composantes. Donc, sur les modèles climatiques, à garder en tête, c'est qu'il y a deux gros types de modèles. C'est assez important pour la souci. Le premier, c'est les modèles de circulation générale. Donc là, c'est des modèles climatiques à l'échelle de la Terre, en fait, à l'échelle du globe. On va modéliser tout le climat de tout le globe. Et ensuite, on va avoir des modèles qui sont régionaux et qui vont en fait zoomer sur une partie de la carte, si je simplifie, et qui va du coup stimuler des phénomènes à de petite échelle et du coup être plus précis. On va avoir une meilleure résolution. Et du coup, ces modèles climatiques régionaux vont hériter des modèles globaux et du coup, on va leur appliquer les contraintes liées au modèle global. Et du coup, le passage d'un modèle global à un modèle local, c'est ce qu'on appelle la descente d'échelle. Il faut imaginer une notion un peu de zoom. Les notions de scénario climatique, donc Sophie en a déjà un petit peu parlé, mais c'est des choses que vous allez voir passer souvent. Ça permet de prendre en compte les actions de l'homme sur le climat du futur. Donc, les scénarios que vous connaissiez, qui faisaient référence jusqu'à récemment, c'est les scénarios RTP, donc qui représentent la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ces scénarios RTP aujourd'hui ont évolué justement depuis le 6e rapport du GIEC pour prendre en compte des évolutions économiques et du coup les impacts que ça va avoir. Donc, si vous entendez parler de scénarios RCP, c'est plutôt les anciens, et justement les derniers en date, c'est les scénarios RTP.
L'incertitude au sein des modèles climatiques, c'est le dernier point important, c'est justement une des questions qu'on a eues. Il y a 3 types d'incertitudes liées au modèle. La première, c'est sur la variabilité naturelle du climat. De se dire, voilà, on sait qu'en été, en juillet, en moyenne, il fait 30 degrés. On ne saura pas, évidemment, en 2050, quelle sera la température du 15 juillet, parce qu'il y a des évolutions, il y a une variabilité naturelle du climat. La deuxième, c'est celle liée au modèle. On est sur des modèles climatiques qui représentent forcément que face à 100% la réalité. Donc, en fonction des modèles, on va avoir des évolutions. Et le dernier, dont j'ai déjà parlé, c'est lié aux incertitudes socio-économiques qui vont faire que, en fonction de comment l'homme va se comporter dans les prochaines années, le climat va évoluer différemment. Et du coup, mis bout à bout, ces incertitudes peuvent quantifier des tendances. Et du coup, comme l'a dit Sophie, c'est quand même important de bien considérer à chaque fois plusieurs modèles et des plages de temps assez larges quand on parle de données climat, parce qu'on ne peut pas sortir juste un chiffre d'une donnée d'un modèle. C'est vraiment des tendances. Alors, sur la donnée disponible, donc je vais reprendre en parlant distinguant bien le passé et le futur. L'idée, c'est de se dire, si aujourd'hui, je cherche de la donnée climatique, où est-ce que je peux aller voir? Donc, la première, c'est sur le passé, côté réanalyse, il y a le site qui s'appelle Copernicus ERA5. Donc là, c'est des données de réanalyse sur le monde depuis les années 80 à la maille horaire et une résolution de 9 km. Donc, globalement, c'est vraiment la référence si vous cherchez de la donnée climatique de réanalyse. Là-dessus, il n'y a pas forcément 200 sources de référence. Maintenant, si on veut de la donnée de projection, c'est un sujet qui est un peu plus compliqué. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu en amont du chemin de la donnée de projection climatique. Donc, la donnée, comme j'ai dit, elle est, il y a des labos qui font des modèles et ces modèles donnent donnent des simulations qui donnent de la donnée climatique. Cette donnée issue des modèles, elle est centralisée et harmonisée par le World Climate Research Programme, notamment via l'initiative CENIP, qui va rassembler tous les modèles à l'échelle globale sur l'ensemble de la Terre. Et ensuite, ces modèles globaux vont être régionalisés via l'initiative Cordex, où on va avoir du coup des modèles régionaux sur différents domaines. Une fois qu'on a ces modèles, ces données climatiques à l'échelle régionale, on va avoir des plateformes qui permettent de mettre à disposition cette donnée, que ce soit en open data ou alors des providers privés. Je vais détailler un petit peu, mais c'est important d'avoir bien ce chemin de la donnée pour comprendre que autant la donnée de réanalyse, elle est facile, on sait où aller chercher, autant la donnée de projection, ça va vraiment dépendre de ce qu'on cherche. Alors, sur la partie données de projection de référence, si vous êtes sur la France, il y a les données du portail DRIAS. On a un ensemble d'indicateurs climatiques sur 12 modèles de référence du GIEC. Et du coup, avec une maille géographique de 8 km par 8 km et une résolution journalière. Donc, c'est quand même ici pareil. Si vous avez besoin de données à l'échelle de la France pour la projection, allez là-dessus. En revanche, si vous avez besoin d'une maille plutôt internationale, il y a Copernicus Climate Data Store qui propose des données climatiques en open data avec une maille, une résolution géographique qui va être plus variable des indicateurs. Il faudra aller voir un peu au cas par cas ce qu'on va chercher. À noter que pour ces deux sources de données, on est sur les données CENIP 5, donc les scénarios RCP. Vous n'aurez pas les dernières données à date, mais de l'état d'avant. Ensuite, si jamais du coup, vous ne trouvez pas ce que vous voulez parce que notamment vous avez besoin de données CENIP 6, il y a ces deux sites, donc données CENIP, du portail CENIP 6 et du portail Cordex. Portail CENIP 6 pour des données à l'échelle globale et portail Cordex pour des données à l'échelle vraiment régionale. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut quand même bien connaître déjà la donnée climatique si vous voulez vous retrouver vraiment sur ce site. Donc, il faut déjà avoir une petite connaissance de ce qu'on cherche, des horizons, des indicateurs qu'on recherche, etc. Et enfin, si vous ne trouvez pas votre bonheur, il y a des providers privés qui, du coup, leur business model, c'est de proposer de la donnée centralisée, pré-traitée et facilement accessible. Donc là, on en a 3 ici, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Si vous voulez de la donnée de réanalyse à une maille très fine, il y a Météo France qui fait des datasets avec de la donnée, je crois que la précision, c'est 2,5 km en France. Si vous voulez plutôt des indicateurs de projection climatique sur des extrêmes de température, sur des risques d'inondation,
Il y a des outils comme Jupyter qui vous proposent du coup, ces données-là sur plusieurs aléas et plusieurs scénarios SSP. Et enfin, si vous voulez vraiment de la donnée brute, parce que vous voulez la traiter vous aussi, il y a des acteurs comme The Camel Data Factory qui proposent justement les dernières données CM6. Je vous ai fait un petit résumé parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'infos, mais pour synthétiser, où est-ce que je peux trouver la donnée climatique? Si c'est l'historique, Copernicus et Ratin, c'est plus facile. Si c'est plutôt de la projection, si c'est pas obligatoirement pour CM6 et que vous êtes en France, le mieux c'est d'aller sur le site de VIAT, où vous avez la donnée qui est prête. Si c'est hors France, bah, allez encore sur Copernicus, allez voir ce qui est disponible. Et si vous voulez obligatoirement du CM6, bah, si c'est sur une région du monde, vous allez voir directement sur les sites de l'initiative Cordex. Et si c'est plutôt sur le monde entier, vous pouvez aller sur le portail CM6. Je vais passer à l'utilisation de la donnée climatique pour les entreprises. Est-ce que vous avez peut-être une question juste avant que je passe au suivant sur ce qui a été dit? Un avis sur les initiatives des GAFAM Climax? Non, c'est vrai que je vais encore regarder. Non. Non, pas d'avis. Non, on n'est pas encore allé pris le temps d'aller voir ce que vous faites là-dessus. Aujourd'hui, je pense que si vous voulez la donnée, en fait, si vous voulez la donnée brute et packagée, je ne suis pas sûr qu'ils proposent déjà ces choses-là. Mais j'ai regardé. Les scénarios ont changé entre le précédent rapport et celui-ci. Oui. Est-ce que le scénario extrême est plus simple que celui? En fait, ils ont fait un lien entre les deux. C'est quand même assez facile de retrouver. C'est juste que sur les nouveaux, je pense que Sophie en parlera mieux que moi, mais ils intègrent aussi des facteurs économiques. Alors sur le premier, on avait vraiment juste la trajectoire. Après, en termes de réchauffement, en fait, on va avoir les mêmes, on va avoir une correspondance entre les scénarios, justement pour faciliter en fait la compréhension entre les données qui utilisent des scénarios RCP et SSP. Ok, je vais passer un peu au kit de départ pour les entreprises. Du coup, on a mis un peu 12 grands principes à bien prendre en compte si on veut utiliser la donnée climatique dans mon entreprise. Le premier, c'est autour de, déjà, avant de démarrer, pouvoir identifier mes porteurs de ma démarche. J'ai parlé du département RSE, évidemment, pour ces sujets. Aussi du département data, on va avoir besoin, on va utiliser la donnée. Et ce qui est important, c'est de pouvoir identifier aussi une personne qui va porter le sujet en opérationnel. Typiquement, un directeur de site dont l'usine est soumise à des vagues de chaleur, un actuaire qui va devoir adapter éventuellement son offre. Une direction RH parce que parce que les équipes pourront plus aller travailler à partir d'une certaine date, etc. Et ensuite, une fois qu'on a bien identifié les porteurs, il faut sensibiliser les décideurs, ne serait-ce que pour avoir des idées pour avancer sur la démarche. Et du coup, ça peut passer par une acculturation aux enjeux, comme on vient de le faire ici, une présentation aussi du calendrier réglementaire qui arrive très rapidement, notamment autour de la CSRD. Et puis, des premières de financiarisation, de se dire, on a déjà eu une inondation il y a 2 ans, ça nous a coûté tant d'euros. Si on voit que le risque d'inondation risque d'être multiplié par 2, par 3 sur une usine, en général, ça peut avoir le coup de mettre un peu d'argent pour aller quantifier plus précisément cette résilience. Sur la deuxième partie, qui est très importante, c'est identifier mes expositions et mes vulnérabilités. Donc là encore, Sophie en a un peu parlé, il faut bien différencier exposition, qui est le risque de survenance d'un aléa à une localisation donnée, et vulnérabilité, qui est ce qui se passe si jamais cet aléa arrive. On peut être dans une zone qui est soumise à de fortes vagues de chaleur sans que les vagues de chaleur impliquent mon activité. Donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir récupérer les aléas, donc déjà récupérer les coordonnées de vos sites et éventuellement votre chaîne logistique. Ça paraît simple, mais ça l'est pas toujours. Identifier les aléas qui sont déjà survenus et ensuite, on peut par exemple utiliser une solution du marché si on ne sait pas encore très bien quels sont les aléas auxquels je suis le plus soumis pour avoir cette première vision un peu grosse maille de mon sujet c'est plutôt les inondations ou mon sujet c'est plutôt les vagues de chaleur. Sur la partie vulnérabilité, l'idée c'est de pouvoir bien identifier les sites et les processus clés avec mes métiers
et puis justement aller approfondir avec eux quels seront les impacts de la survenance de ces aléas. Donc, une fois qu'on a ça, exposition, vulnérabilité, il ne faut pas oublier de prendre en compte les obligations réglementaires. En fonction de ce à quoi on veut se mettre en conformité, on ne va pas avoir les mêmes obligations. Donc, typiquement, si je veux faire mon ORSA climatique, parce que je suis un assureur, je sais qu'il faut que je prenne au moins 2 scénarios en compte et au moins un qui est supérieur à 2 degrés. Si je fais pour ma CSRD, il recommande d'utiliser les scénarios climatiques, mais a priori, ils ne sont pas aussi précis sur lequel on doit utiliser. Il faut bien prendre ça en compte dès le début. Il ne faut pas avoir à refaire le travail une fois que c'est déjà fait. Une fois que j'ai donc mon exposition, mon aléa, je me dis par exemple, moi, mon sujet, c'est les vagues de chaleur sur mon usine temps. L'idée, c'est de pouvoir bien identifier un cas d'usage emblématique, opérationnel de préférence, pour pouvoir justement embarquer les équipes opérationnelles. Et ensuite, le deuxième point, ça va être d'identifier la source de données climatiques appropriée pour aller plus loin dans mon analyse. Là-dessus, il faut se poser beaucoup de questions parce que vous allez voir, mais explorer la donnée climatique, ça prend du temps. Vous le verrez cet après-midi. Et du coup, toutes les questions que vous posez en amont, ce sera du travail que vous n'aurez pas à refaire plus tard. Donc, quel KPI je dois modéliser, quels aléas je dois mesurer, quel horizon de temps, quel état temporel j'ai besoin, quelle précision géographique je dois avoir, etc. Une fois que vous avez fait ça, il faut bien identifier, mobiliser ses ressources d'un côté et ses infrastructures. Donc, pour les ressources, comme j'ai parlé, on avait bien un côté MOA, l'interlocuteur métier, l'interlocuteur RSE et l'interlocuteur data qui doit être identifié. Et ensuite, en termes de profil, on distingue un peu 3 types de profils pour ce genre de cas d'usage. Des profils plutôt très climat, qui ont une expérience data science, qui connaissent vraiment bien le climat. Des profils plutôt data science classiques, mais avec une notion aussi un peu de manipulation de la donnée géospatiale. Et ensuite, des chefs de projet climat qui, du coup, ont une connaissance du métier et aussi ont un bon background technique pour discuter avec les deux autres types de profils. Une fois qu'on a l'infrastructure, il ne faut pas oublier l'infrastructure parce qu'aujourd'hui, vous allez le voir, mais traiter de la donnée, ça demande une grosse infrastructure. Il faut pouvoir collecter et mettre à jour des volumes de données assez conséquents. Éventuellement aussi générer des événements associés. On doit faire ensuite l'agrégation, du traitement, de la mise à l'échelle de ces données, créer ces indicateurs personnalisés et ensuite, classiquement pour un projet de data science, éventuellement mettre en production le modèle ou le restituer avec des outils de visualisation. Donc ça, c'est des sujets à bien avoir en tête quand on fait un cas d'usage climat qu'il faut avoir les infrastructures adaptées. Une fois qu'on a tout ça, donc là j'ai vraiment simplifié pour la journée, mais c'est là où va être le beau du sujet. C'est comment, modéliser tous mes indicateurs et leur évolution dans le temps. Donc, par exemple, j'ai mes données climatiques de l'ADRIAS, j'ai mon horizon temporel, je vais pouvoir aller calculer mes indicateurs climatiques personnalisés. Donc, par exemple, combien de fois est-ce qu'on va avoir plus de 35 degrés pendant 4 jours, c'est mon indicateur aujourd'hui à horizon 2030, à horizon 2050. Et ensuite, quel va être l'impact de ce climat sur mon entreprise et sur l'activité de mon entreprise. Donc, une fois qu'on a pu modéliser ces indicateurs aujourd'hui et à long terme, on peut essayer de faire un peu de financiarisation du risque pour se dire quel va être l'impact monétaire du coup, de l'inaction climatique. Donc là, j'ai pris un exemple de framework simplifié pour l'industrie. Si j'ai une usine, par exemple, on peut avoir une fermeture ou un ralentissement de mon usine à cause du climat. On peut avoir des stocks endommagés. On peut avoir une baisse de productivité de mes équipes qui m'oblige, par exemple, je ne sais pas, à couper une partie. On peut avoir une rupture d'approvisionnement sur ma chaîne logistique parce que y a un événement climatique qui survient et qui du coup fait que je dois passer par un autre transporteur. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment utiliser des frameworks pour faire un business case sur le sujet et pouvoir modéliser le coût réel du moment. Voilà, et enfin, la dernière action qui est un peu l'objectif à chaque fois, mais qui est finalement assez linéaire, une fois qu'on a bien réalisé notre analyse de résilience actuelle et future et modéliser le coût de l'inaction climatique, c'est identifier mes actions de réduction, pouvoir les prioriser en fonction du gain et des coûts, puisqu'on a déjà du coup financiarisé tout ça, les mettre dans le temps selon une feuille de route et du coup pouvoir proposer sa feuille de route de résilience
Et en bonus, c'est de pouvoir aussi mettre à jour sa résilience et de se dire, aujourd'hui, ma résilience, elle est de temps, demain, elle sera de temps si je fais rien. Si je mets en place ces actions, voilà comment elle sera. Et du coup, j'assure que, a priori, je vais essayer de limiter les dégâts. Voilà, je vous ai remis un peu le parcours, hein, mais du coup, identifier mes porteurs, sensibiliser les décideurs. 2, identifier les expositions et les vulnérabilités. Et 3, du coup, la partie obligation réglementaire, bien prendre en compte, et identifier du coup un cas d'usage emblématique. Une fois qu'on a fait ça, on trouve la source de données, on vise les ressources et l'infrastructure, et on peut ensuite dérouler sur je modélise mon indicateur climatique, je peux financiariser l'impact de cet indicateur, et ensuite je peux du coup proposer des actions de réduction et une feuille de route adaptée. Est-ce que vous avez des questions? Je sais que c'est assez rapide, en une heure. N'hésitez pas. Il y en a une à distance. Auriez-vous un exemple concret d'initiative mission menée de bout en bout, ce qui a été modélisé, pourquoi, à quoi cela a abouti? Effectivement, on est en train de travailler, enfin ceux qui sont là cet après-midi, je pense que vous le verrez effectivement. Typiquement, on travaille en ce moment avec l'Alliance pour modéliser l'impact du changement climatique sur leur portefeuille sécheresse. Et du coup, de se dire quel va être à horizon 2050 l'impact de la sécheresse sur mon portefeuille et comment ça va me coûter complètement. D'autres questions? Ok. Écoutez, merci beaucoup dans le cas. Et le qui vient popper. Quelle est la place du machine learning dans ces cas d'usage? Alors, ici, je reviens peut-être là. Souvent, on va avoir, sur la partie plutôt calcul des indicateurs, on va être des sujets plutôt data. En revanche, en fait, dès qu'on va vouloir modéliser l'impact des facteurs météorologiques sur mon activité, donc typiquement les données climatiques, elles vont me donner ma température, mon humidité, le vent à l'extérieur de l'usine. Là, on va avoir du machine learning, ça va être plutôt sur comment est-ce qu'on va modéliser l'impact de ces facteurs aujourd'hui sur la température, par exemple, dans les usines. Donc, comment est-ce que je vais prendre mon historique de vent, mon historique d'humidité, mon historique de température et comment je vais faire un modèle pour modéliser du coup la température à l'intérieur des salles en conclusion. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a notre modèle de sortie et on va pouvoir prendre du coup récupérer ces données climatiques futures pour essayer de modéliser la température à l'intérieur des salles à plusieurs horizons. Oui, tu disais qu'il y avait différents parcours de projection du GIEC. Et est-ce qu'il y en a un qui est utilisé un peu dans le monde pour les questions de résilience? Oui, il y en a quelqu'un qui pourrait quand même, je pense que c'est quand même important de considérer le 8.5 pour répondre au SST5, parce que c'est un peu le cas d'usage extrême, donc c'est quand même toujours important de pouvoir le prendre en compte. Et après, souvent, le 4.5, c'est souvent celui qui est considéré applicativement. Et après, si on en a d'autres, c'est le mieux, le plus on peut en faire, le mieux c'est. Mais c'est ceux-là vraiment qui ressortent a priori un peu comme référence. D'accord, donc c'est chaque entreprise qui décide sur quel scénario. C'est ça. Ça dépend en fait justement ce que je disais aussi en fonction de la réglementation. Typiquement, si vous avez leur cas climatique, eux, ils sont très précis sur les scénarios qu'il faut prendre en compte. Et typiquement, il faut en prendre un au moins qui prévoit un réchauffement supérieur à 2 degrés. Il y a d'autres obligations réglementaires où c'est moins obligatoire. Ils sont moins précis. Mais globalement, il est quand même conseillé de considérer au moins un scénario type 4.5. Et après, actuellement, en France, ça date d'il y a quelques semaines, mais il y a une conversation sur le fait d'inscrire dans la loi l'usage du scénario 8.5 pour l'adaptation des infrastructures. Je sais que oui, effectivement, la CFRD, c'est encore en cours de finalisation. Pour l'instant, ils parlent d'utilisation de scénario climatique, mais ils n'ont pas spécifié lequel. Mais ok. Le FIAC aujourd'hui a un peu de 30 ans par rapport au scénario qui a été émis à l'origine, donc les 90-95. Aujourd'hui, on en est sur quelle trajectoire? Le scénario moyen, le scénario optimiste, le pire ou pire que le pire?
Par rapport aux projections qu'on a faites, alors les premières projections, les premiers scénarios faits par le GIEC, c'était au début des années 2000. Il y avait des soucis sur, par exemple, la projection de population qui était beaucoup plus importante que finalement aujourd'hui on projette à l'échelle du siècle. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue des modèles, leur sensibilité aux émissions, on est sur quelque chose qui est proche de déjà ce qu'il pouvait y avoir dans le rapport Charnay à la fin des années 70. Sur les scénarios, nos émissions n'ont jamais été aussi hautes, donc on est aujourd'hui sur ce qu'on a réalisé depuis 20 ans, sur la trajectoire la plus haute par rapport aux estimations, aux projections qu'il pouvait y avoir. Maintenant, aujourd'hui, on a quand même l'accord de Paris et des pays qui s'engagent. Donc, en même temps, nos émissions n'ont jamais été aussi hautes, mais la croissance de ces émissions, elle, s'est un petit peu ralentie. Ce ralentissement peut précéder le fait qu'on stagne avant de diminuer. On a certains pays, par exemple, qui trouvaient mal à propos le fait qu'on montre les résultats du scénario le plus haut. Parce qu'ils disaient, ben non, les pays s'étant engagés à réduire leurs émissions, il faut arrêter de faire peur à tout le monde avec des scénarios hauts. En même temps, aujourd'hui, comme je vous l'ai montré, entre l'engagement et le fait qu'il y ait vraiment des politiques qui soient mises en place, il y a un vrai gap. Et pour nous, physiciens du climat, c'est important d'avoir le scénario haut aussi comme un peu, je vais pas dire un crash test, mais ça permet de pousser le système dans ses retranchements et de voir si on passe des seuils et s'il y a, par exemple, des phénomènes d'emballement, ce genre de choses. Donc nous, physiciens, on ne peut pas dire non, ça ne peut pas arriver. On ne peut pas exclure qu'on exploite massivement encore les énergies fossiles et qu'on se place sur un scénario haut. Il est certes moins probable que le scénario intermédiaire, mais encore une fois, rien n'est écrit et ça dépend de choix qui vont être faits. Et puis, on a cette incertitude de plus ou moins 0,5 degrés pour chaque scénario. Donc, on ne peut pas exclure que même pour un scénario médian, on ne dépasse pas 3 degrés. Donc, le fait d'utiliser des scénarios hauts, ça dépend vraiment de la question qui est posée. C'est-à-dire que s'il s'agit de dimensionner des infrastructures qui vont durer des décennies, des siècles, il est évident qu'il faut envisager aussi un scénario haut. Si on est sur quelque chose plus d'évaluation, enfin, ça dépend vraiment du produit et de ce que vous cherchez à caractériser. C'est certain qu'il faut avoir un certain recul sur les scénarios, sur ce qu'ils veulent dire, et de la même manière, sur les variables climatiques et la capacité qu'on a de les projeter. Voilà, une sortie d'un modèle climatique, ce n'est pas quelque chose qui est dans le marbre, et c'est bien pour ça qu'on refait des CENIP 5 ou 6 ans, parce que notre capacité à projeter des paramètres physiques évolue aussi avec le temps. Donc, ça veut dire qu'un industriel comme nous, dans le nucléaire, aurait intérêt, vu la nouvelle vie de nos installations, a priori plutôt un scénario à 4 degrés à 100 ans, ou à 80 ans, plutôt qu'un scénario à 2 degrés qui est vraiment pas réel. C'est indispensable de se poser la question, et après, évidemment, dans les choix qui sont faits, il y a des choix aussi, il y a d'autres paramètres que le risque climatique qui va rentrer en ligne de compte, mais typiquement sur les petits réacteurs modulaires qui sont envisagés en zone côtière, ce serait une absurdité de ne pas prendre en compte le risque lié à la montée du niveau des mers, et pareil pour l'emplissement des déchets. C'est indispensable aujourd'hui d'avoir ça en tête aussi pour le refroidissement des centrales et la disponibilité de la ressource en eau. Oui. C'est très bien. Donc, on voit bien que dans une entreprise, c'est toujours clé d'avoir plusieurs parties prenantes. Ouais. Il y a le GIEC avec tous vos travaux et la mise à disposition de données. Est-ce qu'il y a soit des financements, soit même des travaux pour se dire comment on fait travailler ensemble toutes vos expertises côté scientifique et la partie entreprise sans compter les autres parties prenantes? Ah oui, je pense que déjà une des réponses, mais c'est peut-être le travail qui est fait par le GIEC pour mettre ces données à disposition, pour mettre les scénarios à disposition, comme elle a dit. C'est pas mon point, en fait. Parce que, ouais. Non, mais il y a quelque chose qu'on appelle l'expertise climatique, en fait, qui est quelque chose qui est mentionné justement dans le rapport de synthèse, et cette articulation entre ce savoir climatique, effectivement, il ne s'agit pas seulement d'avoir la donnée. Hein.
Voilà, je suis désolée, je peux vous en donner plein des sorties de modèles, pour avoir autant ce sera pertinent. Donc, en fait, c'est comment est-ce qu'on articule aussi le savoir qu'il y a autour sur l'exploitation de la donnée et des incertitudes. Et du coup, il y a tout un enjeu aujourd'hui de connecter. Donc là, on a parlé de RIAS, qui est beaucoup piloté par Météo France. Il y a aussi un grand centre de climat à Paris qui est confidentiel, qui travaille sur des services climatiques et sur le fait d'avoir à la fois de l'argent public, mais aussi des entreprises pour avoir cette construction entre nos sorties de modèles et la bonne application, le bon usage qui peut en être fait par les entreprises qui ont aujourd'hui un besoin crucial de s'adapter. Donc ça, les services climatiques, c'est encore quelque chose qui est en train de monter en puissance et de se mettre en place, pour lequel on espère avoir plus de financement à l'avenir pour vraiment passer d'échelle aussi. Et ça ne peut pas non plus ça ne peut se faire qu'avec les entreprises qui chacune vont avoir une problématique spécifique et sur quelle est la donnée qui est pertinente pour leur usine, pour leur type de production. Il y a besoin de cette articulation, mais c'est encore plutôt en termes de montage. Je vais rebondir très très rapidement sur cette thématique de scénario haut et de savoir si le concept de tipping point était intégré ou non dans ces scénarios. Derrière les tipping points, il y a deux fois plusieurs idées reçues différentes. Ce que l'on voit, c'est qu'on a déjà atteint des niveaux irréversibles. Encore une fois, même si on stabilise la température, on aura une montée du niveau de l'océan qui va se poursuivre et des glaciers qui vont se poursuivre pendant très longtemps. Donc, le passage de choses irréversibles c'est déjà enclenché. Le tipping point au sens d'un emballement, c'est-à-dire pour une quantité de CO2 d'un coup être dans un monde où on a une surréaction, par exemple à cause des émissions de méthane qui sont liées au dégel des vergers du sol, c'est des choses qui sont plus ou moins intégrées, c'est-à-dire que nous, on peut intégrer et traduire en équation physique que ce que l'on comprend déjà suffisamment, le monde que l'on a tel qu'il est, une grosse partie de l'observation, c'est dans un monde avec un réchauffement des seuils en cours. Donc, la capacité de passer des seuils, en particulier en termes de réponse de systèmes biologiques, c'est-à-dire des bactéries dans les sols, ce genre de choses, c'est quelque chose où on est limité en termes de modélisation. Donc, on n'utilise pas que les sorties de modèles pour déterminer l'évolution du verger des sols du futur. On utilise aussi tout un tas d'informations qu'on a par ailleurs. Ce que l'on dit dans le rapport du groupe 1, c'est qu'on ne peut pas exclure le passage de tipping point. C'est-à-dire que, par exemple, on produit mal aujourd'hui à la fin de l'hémisphère. Il y a des non-linéarités qui existent. On sait qu'on le reproduit mal. On ne peut pas forcément faire mieux, faute de données dans les modèles. Donc, on ne peut pas exclure que dans le futur, il y ait des choses qui ont mal été représentées dans les modèles. Et plus on va réchauffer, plus on entre dans l'inconnu et donc plus on a le passage de ces tipping points. Donc aujourd'hui, dans les représentations qu'on a dans les modèles climatiques, on n'a pas à l'échelle de ce siècle le passage de tipping point, à l'échelle mondiale. Ça peut être le cas à des échelles régionales. Il y a un risque, par exemple, de dessèchement massif de l'Amazonie et de perte de ce qui reste de forêt primaire. On ne peut pas complètement l'exclure. Plus on réchauffe, plus on est dans un monde incertain où on risque de passer ces années. Peut-être, du coup, je ne sais pas s'il y a encore une question à distance, sinon on va continuer peut-être en prenant un verre. Merci beaucoup.